y a longtemps, je me souviens que Jacques Rivette m'avait dit que les films étaient des maisons et qu'une fois qu'on les avait entièrement visités, le film s'arrêtait. En fait, on commençait de la cave au grenier. Pour moi, les œuvres sont des maisons alternatives dans lesquelles j'ai envie d'habiter. J'ai commencé à écrire et à lire probablement parce que la maison où je vivais me semblait un petit peu invivable. Alors, j'en ai choisi d'autres dans lesquelles j'ai vécu. Je pense que tous les grands lecteurs, enfin tous les lecteurs font ça, le temps de leur lecture de se créer une maison. Alors, il y a beaucoup de maisons, certaines inhabitables, certaines très grandes, très riches, très soi-disant très belles, mais très inhabitables. D'autres qui sont complètement fictives. La narratrice a beaucoup de maisons là, qui n'existent pas en réalité, sinon dans son imagination, mais où elle se télétransporte. Et je pense que c'est sans doute une des figures de la lecture et de l'écriture comme cet acte magique, alchimique, de transmutation de la réalité en fiction, d'un lieu invivable en un lieu enchanteur, et puis d'une télétransportation. La couleur. Ah oui, il y a des variantes de couleurs. C'est un livre qui est constamment hanté par la question de la fiction et de la réalité, en fait. Qu'est-ce qui existe plus? Est-ce que la fiction existe plus que la réalité? Est-ce que la réalité précède la fiction? Est-ce qu'au contraire, la fiction n'inventerait pas la réalité? Et cette question, elle apparaît très concrètement à travers une série de couleurs, et notamment le fait que la narratrice, qui parfois d'ailleurs peut-être est un peu, à tout point de vue, un peu ivre, a une certaine tendance à mélanger les couleurs. Alors, à mélanger les couleurs parce qu'elle voit ce que son œil fictionnel invente. Elle fictionne. Alors, un piano qui est noir, elle le voit blanc, mais finalement, le propriétaire du piano lui-même en convient, il aurait pu être blanc. De même, une voiture, une petite Cinquecento qui va faire ressurgir l'attentat de la gare de Bologne, qui lui-même a ressurgi suite à l'attentat au Bataclan. Est-ce qu'elle était orange ou est-ce qu'elle était blanche? Je pense qu'il y a quelque chose vraiment c'est cette idée que la page d'un livre est toujours un écran sur lequel l'auteur d'abord, mais ensuite le lecteur, projette sa propre mémoire, ses souvenirs, particulièrement quand il n'en a pas, comme dirait Pérec qui est un des auteurs, un des fantômes qui hante ce livre. Le Minotaure, c'est le personnage sur lequel s'ouvre le roman. Il a pas de nom, il a une fonction. Enfin, il a un surnom. Il est un symbole. Il est le symbole du pouvoir, et du pouvoir au moment où il s'est écroulé d'ailleurs. Peut-être qu'on comprend mieux ce que c'est que le pouvoir au moment où il disparaît. Le Minotaure, c'est un hybride, c'est un mix, c'est une greffe en fait. On le trouve évidemment dans l'Antiquité, dans un mythe antique, mais une sorte de mélange monstrueux entre l'humain et le divin. On le trouve chez Dante aussi bien. Alors chez Dante, il est plus proche de mon Minotaure. C'est un mélange entre la bestialité, un corps bestial greffé sur une tête humaine. Entre les deux, il y a une intersection qui est ce qui m'obsède, moi, dans cette histoire, c'est la nuque. Hein. C'est-à-dire, on parle peu de la nuque, en fait. Enfin, il y a un très beau livre de Balzac, évidemment, où le héros tombe amoureux d'une femme en voyant sa nuque, parce que ses cheveux sont relevés. Mais on en parle assez peu de cette zone de transition entre deux lieux complètement différents de l'humanité. Le Minotaure, c'est ça, et je pense que comme le roman est à l'image du Minotaure. Ce roman est une sorte de Minotaure au sens où il y a sans doute un labyrinthe, il y a des histoires labyrinthiques, il y a peut-être un fil, et peut-être que la narratrice, c'est cette Ariane qui a mis un fil. Et puis aussi, c'est un roman qui est un petit peu monstrueux. Monstrueux, pour moi, c'est pas du tout un terme que j'emploie en un sens moral, j'aime beaucoup les monstres. Mais au sens de quelque chose qui est totalement humain et en même temps d'un autre ordre, et qui greffe des genres littéraires aussi bien, qui peut-être en apparence n'ont rien à voir, mais qui opèrent cette greffe, cette hybridation. Et ça donne donc Le Mont Fuji n'existe pas, apparaître chez Actes Sud en février 21. Merci beaucoup Hélène Frappa. Merci.